Très bien. Donc, on va commencer par l'appareil génital femelle. On va parler principalement du cycle menstruel et de la manifestation physiologique de ce cycle. Au niveau des ovaires, au niveau des trompes, au niveau de l'utérus, au niveau du col et au niveau des seins. D'accord? Donc, c'est un cycle qui est physiologique et qui touche tout l'organisme de la femme. Très bien. Le cycle génital est la période d'activité génitale. D'accord? L'activité génitale chez la femme est cyclique. Elle dure de la puberté, maintenant l'activité génitale totale, mais chez un cycle, hein, elle dure de la puberté jusqu'à la ménopause. Contrairement à l'activité génitale de l'homme qui est permanente. La permanence de l'activité génitale chez l'homme, elle est un peu... D'accord? D'abord, même l'activité génitale chez l'homme, elle reprend. On dit qu'elle reprend, qu'elle redémarre à la puberté, comme la femme. Ensuite, il y a aussi un phénomène qu'on appelle andropause, et au cours duquel l'action ou le fonctionnement physiologique génital chez l'homme diminue. Il diminue. L'andropause, elle ne crée pas l'unanimité entre les scientifiques, parce qu'elle n'est pas aussi claire, aussi bien établie, aussi bien limitée dans le temps que la ménopause. Donc, permanente, action génitale permanente chez l'homme, Alain Stéphane. Il faut pas dire et savoir qu'on peut avoir un enfant quand on a 100 ans, quand on est un homme. Il y a une possibilité. Alors que c'est quasiment impossible si on est une femme. La maman la plus âgée au monde, elle a eu un enfant à 71 ans, à 73 ans, en Inde. D'accord? Les 4 heures où elle a pu préserver la fonction génitale jusqu'à cet âge. Le cycle génital est menstruel. Il est menstruel parce qu'il se répète chaque mois. Il dure 28 jours, la menstruation dure 5 jours et l'ovulation se fait au 14e jour. On va dire c'est très faux, hein. Ce qui est écrit ici, c'est un peu une norme qui n'existe pas. Il y a une variation interindividuelle entre chaque femme et une autre. Mais en moyenne, la durée du cycle, elle est de 28 jours. D'accord? On peut avoir des cycles plus longs, des cycles plus courts, des ovulations qui se situent au 15e, 16e, 17e jour. D'accord? Ben, vous, en tant que médecin, il y a une dimension importante à connaître. C'est comment connaître le jour de l'ovulation et comment connaître la durée de la fécondité. D'accord? Vous devez calculer ça parce que vous devez savoir calculer ça parce qu'on va vous poser des questions. Peut-être qu'on vous a déjà posé des questions là-dessus. Il existe des cycles plus courts, de 25 jours, et des cycles plus longs pouvant aller au-delà de 30 jours, 32 jours, 34 jours. D'accord? Le premier jour du cycle est le premier jour des règles. Le jour d'apparition des règles, c'est le premier jour du cycle. D'accord? Très bien, très bien. L'ovaire a une double fonction. Je ne sais pas à quel niveau je devrais vous introduire comment calculer la durée du cycle, la durée de l'ovulation, la durée de la fécondité et la de l'ovulation. Donc si on oublie, vous me rappelez à la fin de la séance pour vous l'introduire. L'ovaire a une double fonction, une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine, c'est la gamétogenèse. C'est la synthèse des cellules sexuelles femelles. Quelle est la cellule sexuelle femelle prête à être fécondée? Comment on l'appelle? Ovocyte 2, bloqué en métaphase 2. D'accord? C'est l'ovocyte 2, bloqué en métaphase 2. Très bien. Une fonction endocrine, c'est la sécrétion d'œstrogène et de progestérone. D'accord? L'œstrogène et la progestérone sont synthétisés par les ovaires. C'est la fonction endocrine parce que c'est des hormones. Ces deux fonctions sont sous la dépendance du contrôle hypothalamo-hypophysaire et sont étroitement liées. Je parle de quelle fonction? La fonction exocrine et la fonction endocrine. Elles sont liées l'une à l'autre. Et ils sont sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire. On parle de l'axe gonadique. De l'axe gonadique hypothalamo-hypophyso-ovarien. Hypothalamo-hypophyso-ovarien. Très bien, très bien. La sécrétion endocrine va agir sur les structures anatomiques, c'est-à-dire sur tout l'appareil génital féminin, comme je vous ai dit au début, de haut en bas. D'accord? Le cycle ovarien comprend 2 phases. La phase folliculaire, du premier jour du cycle jusqu'à l'ovulation. Au début de chaque cycle, un seul follicule primordial va subir une maturation pour se transformer en un follicule mûr de Graaff. Ici, c'est aussi un peu faux.
de dire qu'au début de chaque cycle, il y aura un follicule primordial qui est sélectionné. Attention, attention, attention. Au cours, oui, plusieurs follicules, mais ce n'est pas des follicules primordiaux, comme on dit dans la majorité pas dans la majorité, mais dans beaucoup de cours, on retrouve cette notion. D'accord? On vous dit qu'au début de chaque cycle, 15 à 20 follicules primordiaux vont être sélectionnés pour continuer leur maturation, puis un seul va arriver au stade de follicule mûr. C'est faux. Il faut savoir que la sélection des follicules, elle se fait en deux étapes. Qu'il y ait une présélection. C'est cette sélection, la sélection primaire qui va prendre les follicules primordiaux, elle se fait en plusieurs mois. Elle se fait en plusieurs mois, jusqu'à arriver au stade de follicule secondaire, primaire ou secondaire. À chaque mois, l'ovaire va sélectionner une quinzaine à une vingtaine de follicules. Les follicules qui sont sélectionnés chaque mois, ce n'est pas des follicules primordiaux. Attention, malgré le fait que beaucoup le disent, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas des follicules primordiaux, c'est des follicules secondaires. Il y a une présélection. Les follicules primordiaux subissent une maturation qui dure plusieurs mois. Les follicules secondaires, chaque mois, je prends une quinzaine et une vingtaine de follicules secondaires pour qu'ils continuent leur maturation jusqu'à arriver à un stade mature. Parmi ces 15 à 20 follicules, un seul, généralement, un seul va subir la maturation pour devenir follicule mûr de 2 graphes et subir l'ovulation. Hélas, vous êtes d'accord? Donc, cette mention, il faut la garder en tête. Ce n'est pas des follicules primordiaux qui sont sélectionnés chaque mois. Les œstrogènes sont synthétisés principalement par les cellules de la granulosa. Là, il faut un petit rappel histologique du follicule. Et le follicule, il est constitué de la cellule sexuelle. D'accord? C'est quoi? C'est l'ovocyte qui ont de formation. L'ovocyte, selon le type de follicule, qui est un follicule primaire, secondaire, tertiaire, d'accord? Antral, le follicule cavitaire, enfin le follicule de 2 graphes. D'accord? Comme à chaque fois des caractéristiques. Les follicules, comme l'ovocyte qui est recouvert de la membrane de Slavjinski, la zone apellucide, vous en souvenez? D'accord? Comme les cellules folliculaires, les cellules folliculaires vont se différencier, ils vont créer la granulosa, la thèque interne, la thèque externe. D'accord? Très bien, les cellules folliculaires vont se différencier. D'accord? Encore on a la corona radiata, qui est le cumulus oophorus. D'accord? Et le cumulus oophorus, c'est les cellules folliculaires qui vont sécréter le liquide folliculaire, et c'est le liquide folliculaire qui va constituer l'antre, ou bien la cavité antrale qui caractérise les follicules mûrs de 2 graphes, et qui va exercer une pression physique sur l'ovocyte pour l'aider à être expulsé. Plus des actions enzymatiques sur la paroi de l'ovaire et du follicule, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut aussi retrouver dans un follicule? Les corpuscules polaires. Corpuscules polaires qui sont les résultats des mitoses. Qui sont les résultats de la méiose en général, c'est-à-dire de la division des cellules sexuelles. Ils sont là juste pour préserver le nombre attendu de chromosomes. D'accord? On ne va pas faire notre embryologie. Notre but aujourd'hui, c'est d'étudier l'aspect hormonologique. Je vous en parle ici, c'est pour mettre un commentaire sur cette phrase, cellule de la granulosa. En fait, les hormones sexuelles, au niveau de l'ovaire, elles subissent le principe de filiation des hormones stéroïdiennes. C'est-à-dire que je vais synthétiser les hormones stéroïdiennes, les hormones œstrogènes, à partir d'autres hormones, par le principe de filiation. Très bien. Donc, il faut savoir que la thèque interne commence par synthétiser des androgènes, puis la granulosa va transformer ces androgènes en oestrogènes grâce à une aromatase. Donc, gardez ça en tête. La synthèse des oestrogènes au niveau du follicule passe par 2 étapes. La synthèse des... Non. Ah, l'aromatase, oui. Après, il y a des étapes de synthèse d'androgènes. Très bien. Je reprends une coupe. Comme la synthèse des
La synthèse des œstrogènes au niveau des follicules se fait par deux étapes. Premièrement, la synthèse des androgènes, par la tech interne, par les cellules de la tech interne, puis transformation des androgènes en œstrogènes. Transformation des androgènes en œstrogènes par la granulose. Ou les androgènes surrénaliens? Non. D'accord. N'est pas actif, mais genre une activité. Oui, on va en parler plus tard, la ménopause. Le principe, en tout cas, on se focalise sur l'ovaire. On a des androgènes qui sont synthétisés par la tech interne, puis ils sont rapidement transformés par la cellule de la granulosa grâce à une aromatase en des estrogènes. D'accord? Le principal estrogène de l'ovaire, c'est le stratiol, c'est le E2. Très bien. Oui, quel d'autres estrogènes? كل واحد وين l'activité تاعو كاين E1, E2, E3. Non. D'accord. La progestérone est synthétisée en très petite quantité par les cellules de la granulosa juste avant l'ovulation. Et on vous dit que la progestérone est synthétisée en très petite quantité dans la phase folliculaire, la première moitié du cycle. La granulosa sécrète également de l'inhibine. Vous voyez que la principale fonction hormonale elle est exercée par les cellules de la granulosa. On est en train de parler du cycle ovarien. Le cycle menstruel de la femme, il est représenté par plusieurs cycles. Il y a un cycle de l'ovomètre, un cycle des trompes, un cycle de l'utérus, un cycle des ovaires, un cycle des seins, etc., un cycle de la glaire cervicale. Et là, on est en train de parler du cycle au niveau de l'ovaire, du cycle ovarien. Le cycle ovarien il est divisé en deux parties. Une phase folliculaire, qu'on dit pré-ovulatoire, et une phase progestative, ou œstro-progestative, d'accord? Vous savez, la partie lutéale, ou la partie du corps jaune, ou la partie post-ovulatoire. Post-ovulatoire. Le cycle menstruel est divisé en deux parties. Une partie pré-ovulatoire et une partie post-ovulatoire. Classe? Quelle est la durée de chacune? 14 jours. La durée de la phase post-ovulatoire elle est fixe chez toutes les femmes. La durée de la phase post-ovulatoire est fixe chez toutes les femmes. Elle est de 14 jours. Chez toutes les femmes. Parce que la durée de la phase folliculaire elle est variable. Oui, très bien, c'est à cause de ça. Puisque la phase lutéale, elle est fixe de 14 jours. La deuxième phase, elle est fixe de 14 jours. C'est ce que je viens de dire. Folliculaire. Donc, la phase lutéale, elle est fixe de 14 jours. Et la phase folliculaire change. Donc, la date de l'ovulation va changer. Et la durée du cycle change. Très bien. Donc, comment on peut calculer la date de l'ovulation? Très bien. C'est la durée du cycle. C'est la durée totale du cycle moins 14. La date de l'ovulation, c'est la durée totale du cycle moins 14. On va en parler. L'essentiel, c'est que la date, s'il vous plaît, vous avez beaucoup de questions. Ça, pour ne pas se perdre, gardez des informations essentielles. La durée du cycle, moins 14, est égale à la date de l'ovulation. Classe, allez-y. Classe, on est d'accord? Allez-y. Le dernier jour de cycle, c'est le premier jour de menstruation. Là, le premier jour des menstruations, c'est le premier jour du cycle. Le dernier jour du cycle, c'est le jour d'avant. D'accord? Premier jour, tu as les règles. C'est le premier jour du cycle. Le dernier jour, tu as le cycle. C'est le jour avant les règles. Est-ce que vous avez compris? Le premier jour des règles. C'est le premier jour du cycle. Non. C'est le début du nouveau cycle. Il correspond, oui, il faut calculer précisément. Le dernier jour de cycle, de nouveau cycle, il représente. Il ne représente pas. Vous êtes en train de chevaucher deux cycles. Là, le premier est le nouveau ou le dernier est l'ancien. Non. Le dernier est l'ancien. باش
Moraha, le premier du nouveau. Et là, vous voulez les chevaucher. Je pense que dans la puberté, tu as deux cycles. Donc, deux cycles. Ou deux périodes. Oui, donc le premier jour de règle ou le premier jour du cycle. Alors, je vais c'est le dernier jour de l'ancien cycle. Alors, non. Premier jour de règle, premier jour du cycle. Là, vous n'êtes pas d'accord en même temps. Je ne sais pas. Les règles sont en fin de fin, non. Vous êtes en train d'essayer de penser de façon physiologique. Les méthodes constituent la couche fonctionnelle de l'endomètre. Et voilà. Quitte la couche fonctionnelle. Là, c'est le 5e jour des règles, le dernier jour du cycle. Peut-être il faut penser de façon hormonale. Il y a la chute des estrogènes et la progestérone, tu la desquamation, et il y a le nouveau cycle. D'accord? Le premier jour des règles, c'est le premier jour des cycles. Durée totale du cycle, moins 14, c'est la date de l'ovulation. Il correspond à la durée folliculaire. Classe? Très bien, très bien. La granulosa va sécréter 3 hormones. Les oestrogènes, qui sont le résultat de la transformation des androgènes de la teinte interne. Une toute petite quantité de progestérone, puisqu'elle a la phase folliculaire. Et enfin, de l'inhibine. Le inhibine, elle va exercer un feedback négatif sur l'axe. D'accord? Allez, on avance. Elle est bien habituée de commencer l'appareil génital femme. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, pendez le pause parce que ça ne va pas. Vous allez être. Qu'est-ce un chien? Voilà, chauffez. Avec le cycle. D'accord? Ça, c'est le cycle. Il y a plusieurs cycles. Comme on dit, un cycle hormonal, un cycle de menstruation, un cycle des seins, un cycle des ovaires, etc. Le cycle, le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. On est d'accord? Le premier jour où au début, ce sera une desquamation de la couche fonctionnelle de l'endomètre. C'est les règles. Moraha, tu la phase folliculaire. La phase folliculaire, tu le premier jour des règles. لا داخلين في la phase folliculaire. La phase folliculaire au cours de laquelle عندي une reconstitution, une multiplication de la couche fonctionnelle de l'endomètre. La couche fonctionnelle de l'endomètre, elle a été éliminée, elle recommence à repousser. Tel J14. C'est-à-dire elle est œstrogénique. Elle est principalement contrôlée par les œstrogènes qui sont synthétisés par les ovaires et qui vont agir au niveau de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien, très bien, très bien. Il y a un petit aspect que nous devons parler. Comment il est régulé l'axe? L'axe commence au niveau de la GnRH. Il commence au niveau de la GnRH. Il commence au niveau de la GnRH. GnRH. La GnRH, elle va stimuler l'action de les LH et les FSH. On dit le FSH et LH. Est-ce que vous êtes d'accord? FSH et LH vont stimuler les oestrogènes et la progestérone. D'accord? Il faut garder en tête que la FSH stimule surtout les oestrogènes. Follicular stimulating hormone. Elle stimule la phase folliculaire. Alors que la LH, c'est la luteinizing hormone. Elle stimule surtout le corps jaune à synthétiser et à libérer la progestérone. Donc, au cours de la première phase, c'est surtout un effet de la FSH sur la sécrétion de l'œstrogène. Est-ce que vous êtes d'accord? La première phase, il faut la diviser. Quelle est la durée de 14 jours en moyenne. Elle est variable, mais elle est de 14 jours en moyenne. Les 14 jours, il faut les diviser en 2 parties. La première partie, c'est les 10 premiers jours. C'est les 10 premiers jours. Ou la deuxième phase, c'est les 4 derniers jours, la phase folliculaire. D'accord? Au cours de la première phase,
la quantité, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une augmentation progressive de la GnRH. La GnRH va stimuler le FSH. Donc il y aura une augmentation de la FSH. Ou la FSH va provoquer une diminution progressive. Les oestrogènes, regardez, elle correspond à cette partie. Les oestrogènes commencent à s'élever d'une façon très lente. D'une façon très lente. Quand les oestrogènes ont une concentration faible au cours de ces 10 premiers jours, ils vont exercer un feedback négatif. Ils vont exercer un feedback négatif. Les oestrogènes vont inhiber la FSH. Au cours des 10 premiers jours du cycle, les oestrogènes vont exercer un feedback négatif. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Un feedback négatif. Lorsque, les médias, vous la gardez en tête, lorsque la concentration des oestrogènes est faible, ils exercent un feedback négatif sur la FSH. Malgré cela, puisque la GnRH stimule encore la FSH, la quantité de FSH ne diminue pas. Elle continue à combattre les oestrogènes donc la quantité de FSH, elle augmente très progressivement parce qu'elle est stimulée par la GnRH, mais en même temps inhibée par l'œstrogène. Elle est inhibée par les oestrogènes. Pourquoi elle est inhibée? C'est pour garder une durée continue dans le cycle. Je ne mets pas directement. Feedback positif, j'aurai un pic dans le FSH, puis un pic dans les oestrogènes qui est trop précoce. C'est pour favoriser un allongement dans le cycle. Le cycle يقدر يكون فيه هذا الأموا وتقسموه على زوج وكلش كاين هذا le contrôle. Les oestrogènes ne laissent pas la FSH augmenter très rapidement. Donc la GnRH stimule la FSH stimule les oestrogènes et les oestrogènes vont exercer un feedback négatif sur la FSH. La quantité de FSH continue à s'élever progressivement et elle continue à élever les oestrogènes jusqu'à arriver au 10e jour du cycle, où la quantité des oestrogènes devient importante, assez importante pour inverser le feedback. Très important maintenant, au 10e jour, ou à la deuxième phase du cycle, plutôt à la deuxième partie de la phase folliculaire du cycle, il y a un inversement du feedback. Il y a... On dit que l'hormone sécrétée par la cellule cible, celle sécrétée en petite quantité, exerce un feedback positif. Oui, là c'est l'inverse. Oui. Où je vous ai dit en hormonaux, qui me dit les cours hormonologie, en général, la petite quantité exerce un feedback positif et la grosse quantité exerce un feedback négatif, sauf dans une exception, comme les ovaires. C'est une exception pour le feedback. D'accord? La petite quantité va exercer un feedback négatif. Lorsque, au 10e jour, lorsque la quantité des oestrogènes devient assez élevée, elle va inverser le feedback. Et elle va commencer à exercer un feedback positif. S'il vous plaît, regardez Naya. Est-ce que vous voyez la quantité de FSH? Elle est en train de diminuer progressivement. À l'échelle diminue Naya. C'est le feedback négatif des oestrogènes. Très bien. Et hop, ici, dès que il y a un inversement dans le feedback, il y a la quantité de la FSH. Donc au 10e jour, il y a un inversement du feedback. Les oestrogènes vont exercer un feedback positif sur la FSH. J'aurai un pic de FSH. Où le pic de FSH sera accompagné d'un pic d'œstrogène et un pic de LH. Et c'est ce pic de LH qui va provoquer l'ovulation. Est-ce que vous avez compris? La notion, elle est très importante. Donc, GnRH stimule FSH, FSH stimule les oestrogènes vont exercer un feedback négatif, élévation progressive des oestrogènes avec maintien ou diminution de FSH jusqu'au 10e jour. Au 10e jour, il y a une quantité assez importante des oestrogènes qui va inverser le feedback. Il y aura une augmentation de la FSH et donc augmentation des oestrogènes, pic FSH, pic oestrogène, pic LH, ovulation. Si, le pic de LH,
la quantité de LH, elle sera suivie du pic de progestérone. À cause du maintien, oui. Ou bien, بصح كل وحده كيفاش تريبوندي. في la deuxième partie du cycle, donc ما تقلقوش. D'accord. Classe. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, l'ovulation, l'ovulation, il y aura une transformation du follicule en un corps jaune. Le corps jaune va synthétiser des oestrogènes et des progestatifs, de la progestérone et des oestrogènes. D'accord? La phase elle est surtout stimulée par la LH, par le pic LH. D'accord? Le LH est contrôlé surtout grâce à GNRH. Oui. Oui, non, parce que le pic LH, si. Le pic LH, il est dû à un rétrocontrôle positif exercé par l'œstrogène. Oui. مازال هذه تصرى partout. هذا وصلت l'ovulation. Il a fécondation, اللهم بارك. Il a mâché fécondation, on continue le cycle. Donc, on continue le cycle en cas. Dans la situation où il y a une fécondation, donc je vais parler de la deuxième partie du cycle. C'est la ovulation, d'accord? Et le corps jaune va synthétiser des oestrogènes et de la progestérone. Il va synthétiser beaucoup de progestérone très rapidement. D'accord? La progestérone et les oestrogènes qui sont synthétisés par le corps jaune vont exercer un feedback négatif seulement. Un feedback négatif sur la LH et sur la FSH. Sur les deux. Donc, il y aura une diminution progressive de la LH, une diminution progressive de la FSH, jusqu'à ce qu'il y ait une quantité qui n'est plus suffisante pour stimuler le corps jaune. Le corps jaune, ما كاش fœtus, ما كاش syncytiotrophoblaste, ما كاش HCG, il n'y a aucune autre hormone qui puisse contrôler le corps jaune en dehors de la LH et de la FSH. Je l'appelle corps jaune progestatif. Corps jaune progestatif. LH. Le pic LH, il sort le 14e jour. D'accord? Ou le pic de la FSH aussi. Ça va le 14e jour, le pic de la FSH. D'accord? La quantité diminue, quand elle diminue, elle ne devient plus suffisante pour stimuler la progestérone et les oestrogènes. J'aurai une chute dans les oestrogènes et dans la progestérone. La chute dans les oestrogènes et la progestérone vont coïncider avec la perte menstruelle, avec la déformation de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Ça, et ça veut les règles. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est le cycle hormonal. C'est le cycle hormonal. Au niveau des ovaires, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des ovaires. Au niveau des ovaires, on a un follicule qui a été sélectionné et qui commence à augmenter de taille حتى يلحق l'ovulation. يخرج l'ovule, il va se transformer en corps jaune. Pas de corps jaune, il va disparaître. Il va devenir corpus albicans, le corps blanc, puis disparaître à la fin du cycle. Non. L'œstrogène, au cours de la première phase du cycle, il favorise la multiplication et la différenciation des follicules. La progestérone, son rôle au cours de la phase lutéale du cycle, c'est la trophicité, la croissance et le développement de la couche fonctionnelle de l'endomètre. La couche fonctionnelle va développer ses vaisseaux qui vont devenir spiralés, il y aura une augmentation de la synthèse du glycogène par les glandes. La couche fonctionnelle va devenir très active et très riche et très prête pour recevoir le fœtus, pour l'anidation. Qui sera une chute sur la progestérone, il n'y aura plus d'hormones qui stimulent la couche fonctionnelle de l'endomètre à proliférer et à maturer. Donc, elle se détache, la couche fonctionnelle. Elle se détache. En cas de grossesse, il y aura un fœtus. Il y aura un embryon. J'ai un fœtus. Il y aura un embryon. Et l'embryon, quand il se fixe sur la couche fonctionnelle de l'endomètre, il va libérer la HCG. La HCG تروح le corps jaune. Elle va stimuler le corps jaune. Il va se transformer en corps jaune gestatif. Dans la durée de vie, n'est pas de 14 jours, mais plutôt de 3 mois. Il va rester 3 mois, il va continuer à libérer la progestérone et les oestrogènes.
l'ovocyte. Le corps jaune. Là, le corps jaune, c'est ce qui reste du follicule. C'est les cellules de la granulose principalement. Après l'ovulation. Après est sortie de l'ovocyte, de l'ovule. D'accord. Qui a 3 mois, le corps jaune, il va être remplacé dans ses fonctions par le placenta. Le placenta. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on arrête ici. On va les follicules, je vais à la sélection. كيفاش تصرى la sélection وعلاش il y a un seul ovocyte qui est à chaque fois ovulé علاش ماشي les autres et pourquoi comment choisir quel ovaire est-ce que les ovaires يديروا الدالة l'ovulation qu'est-ce qui fait que يديروا الدالة est-ce que هاد le mois droite ou هاد le mois gauche شكون اللي décide شكون الاول شكون الاخر vous avez jamais posé cette question يمشيو بالدالة نو شنو نقول وي شنو يقول يمشيو بالدالة هاد الشهر هاد الشهر هذا لي زوفير خلونا لي زيكسيبسيون دوك نحكوا لهم اسكو يديروا الدالة لي زوفير يديروا الدالة نو كيفاش on va en parler plus tard خلاص هيا on avance وين حقنا خلاص les estrogènes sont synthétisés comme la progestérone est synthétisée en très petite quantité la granulose sécrète l'inhibine c'est la première phase c'est la phase folliculaire c'est avant le 14e jour au 14e jour du cycle on a une rupture du follicule et expulsion de l'ovule comme 14e c'est pas très juste c'est plutôt durée du cycle moins 14 il a qu'un 28 14 il a qu'un 30 16 il a qu'un 32 c'est J18 d'accord donc il تحب une femme تعرفوا شنو هي لا بيريود دو فيكونديتي تاعها تقول لكم راني حابه نجيب دراري كيفاش ندير كاسكو فو لوي ديت لا ديوري دو سيكل تقول لك انا عندي 30 جور موان 14 ايش شحال 16 هاي 16 ومن بعد هاي 16 ومن بعد هاي عقد 16 ومن بعد ليه J-1, non. Et il faut d'autres informations. Il nous manque la durée de vie de l'ovocyte ou la durée de vie du spermatozoïde. Le spermatozoïde vit plusieurs jours, 4 à 5 jours. L'ovocyte ne vit que 24 à 48 heures. De 24 à 48 heures. Donc, pour avoir des enfants, nous la date de l'ovulation et ensuite on calcule la fenêtre de fécondité. La fenêtre de fécondité, elle correspond au jour de l'ovulation et les 5 jours précédents. Oui. Parce que le spermatozoïde il يقعد plusieurs jours داخل les voies génitales قبل ما تصير l'ovulation. Alors que l'ovocyte يقدر يعيش غير 24 à 48 heures. Donc pour avoir des enfants, il faut des rapports sexuels non protégés, 1 jour sur 2, dans les 5 jours qui précèdent le jour de l'ovulation et le jour de l'ovulation. D'accord? C'est important à calculer. Parce que bzaf, les fautes, les femmes, c'est que bzaf, elles croient que le premier jour des règles, est-ce que le premier jour du cycle, c'est le premier jour sans règles? Bzaf, les mettre le braquant. C'est faux. Donc, il y a des choses de l'ovulation, il y a 5 أيام à retard. Donc, ça ne marche pas. D'accord? Très bien, très bien. On a continué la première partie du cycle. 14e jour, c'est l'ovulation. Donc, à la phase lutéale. Du 14e jour, où il y a de l'ovulation jusqu'à la fin du cycle. Après l'ovulation, le follicule se transforme en un corps jaune qui sécrète de la progestérone, des oestrogènes et de l'inhibine. C'est la phase œstroprogestative. D'accord? Si l'ovule n'est pas fécondé, chez ovulant, ovocyte débloqué en métaphase 2, le corps jaune atteint son développement maximal en 10 jours, puis dégénère par apoptose. Il commence à dégénérer, il ne dégénère pas d'un coup. Il commence à dégénérer à J24, où il termine sa dégénérescence à J28. La dégénérescence elle dure 4 jours. كيف feedback négatif. على لا على FSH LH ou GNH. Le
corps jaune va régresser et on aura une baisse de la sécrétion hormonale, œstrogène et progestérone. C'est la disparition de la fonction du corps jaune qui est responsable de l'apparition de la menstruation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'hormones qui stimulent et il n'y a plus d'hormones qui stimulent la couche fonctionnelle de l'endomètre. Voilà, avec la phase folliculaire, avec la phase lutéale, entre les deux, c'est l'ovulation. Les événements ovariens, le développement de plusieurs follicules, un seul follicule va continuer, les autres vont dégénérer. Un seul follicule, il va devenir follicule mature de 2 graphes, où il va subir l'ovulation. Voilà la dégénérescence. Le corps jaune dégénère, voyez entre J25 et J28. La dégénérescence, elle dure dans le temps. D'un côté, elle a fait les 5 jours, donc le dernier. Ah, vous croyez que la menstruation se passe là? C'est faux. Non. Là, il sera la menstruation. D'accord? Le cycle ovarien, à la puberté, 200 000 à 400 000 follicules sont présents dans les ovaires. D'accord? Et le nombre maximal de follicules atteints chez la femme, c'est durant la vie fœtale 7 millions à peu près. 7 millions au 7e mois de grossesse. Du 7e mois jusqu'à la naissance, il y aura une dégénérescence, une atrésie. La dégénérescence, c'est-à-dire à la naissance, dans les ovaires du nouveau-né fille, de la petite fille Elisabeth, j'aurai 1 à 2 millions de follicules. De la naissance à la puberté, ce sera une dégénérescence importante, en moyenne 400 000 follicules. 400 000 follicules dans les deux ovaires. Dans les deux ovaires. Ils dégénèrent. Ils montent, ils libèrent le cytoplasme, ils vivent ou ils sont phagocytés. D'accord? Ils dégénèrent. Durant la période d'activité génitale, allant de la puberté à la ménopause, en moyenne 300 à 500 ovocytes arrivent jusqu'à stade de l'ovulation. Cela représente 0,1% du stock ovocytaire présent à la puberté. Mais les 400 000, 0,1% les ovulations. C'est bizarre et c'est paradoxal, mais on dit que le devenir normal d'un follicule, c'est l'atrésie. L'ovulation est une exception. L'ovulation comme acte, comme phénomène, cela vous paraît normal, puisque cette ovulation, ça ou non? فهمتوني ولا فهمتونيش؟ باش زدنا كامل لازم تكون صارت ovulation. Mais بصح هذيك l'ovulation, l'ensemble des ovulations اللي صراو لماماكم, elles représentent des exceptions. يصراو 400 ovulations, 400 ovulations parmi 7 millions de follicules qui étaient présents dans les ovaires des fœtus qui étaient vos mamans. Vos mamans, quelqu'un des fœtus. Donc 7 millions d'ovaires. Les ovaires, ils ont commencé à subir des atrésies. C'est comme quelques-uns, ils ont subi l'ovulation. En moyenne, une fille, elle a sa puberté à 12 ans, ou elle a sa ménopause à 52 ans. Quelle l'activité génitale? 40 ans. 52 ناقص 12. 2 تروح بعد 2 5 ناقص 1 تساوي 40 سنة. D'accord? 40 ans. Chaque année, شحال تصرا من ovulation? Chaque année. شحال تصرا وحده؟ Chaque année شحال تصرا؟ 12. En moyenne 12. 12 fois 40? 12 fois 40. 12 في 40. 350. إنها رياضيات. 12 في 40 120 في 4 شحال؟ 480. فيكم 60 50. Qu'est-ce que vous avez?
C'était 0. Donc ça fait 480. 480. On vous dit entre 300 et 500. Entre 300 et 500. Donc les ovulations de l'Isra, c'est 300 à 500 parmi les 7 millions de follicules qui ont été constitués. Les 300 à 500 بلا نطلعوا ل 7 millions. نحسبوهم غير par rapport aux 400 000. Ils représentent 0,1%. Donc le risque d'avoir un cancer, le risque d'avoir un cancer, il est de 1 pour 1000. C'est très peu, c'est une exception. Ça, donc là aussi, l'ovulation est une exception. L'ovulation est une exception. Très bien, très bien. وقد ما يزيدوا les ovulations قد ما تزيد قد ما يزيد le risque تاع le cancer de l'ovaire. Parce qu'à chaque fois نقطع في la paroi تاع l'ovaire باش يدوز l'ovocyte. Vous avez compris. Elle avait des grossesses multiples protègent contre le cancer de l'ovaire. علاش؟ parce que كي تولد المرأة أي 9 شهور بلا ovulation. بعد تزيد ترضع شوية هذاك هو كاش. Ça donne des cycles anovulatoires. Donc plus on allait, plus on a des grossesses, sans qu'elles aboutissent ou pas. Je suis en train de réduire le nombre d'ovulations. Donc cela réduit le risque de cancer de l'ovaire. Classe? C'est clair? Donc l'atrésie est devenir normale d'un follicule et l'ovulation n'est qu'une exception. L'ovulation n'est qu'une exception. Les oestrogènes sont synthétisés et libérés principalement par les cellules de la granulosa, la phase folliculaire, et par le corps jaune, la phase lutéale. On a dit cela tout à l'heure. La progestérone est synthétisée et libérée en petite quantité par la granulosa juste avant l'ovulation, mais principalement par le corps jaune, la phase lutéale. L'inhibine est sécrétée par les cellules de la granulosa au cours de la phase folliculaire et par le corps jaune au cours de la phase lutéale. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les androgènes, ils sont synthétisés en quantité relativement faible par les cellules de la tête interne et les cellules interstitielles du stroma ovarien. Parce que la majorité des androgènes ne sont pas laissés en tant que tels. Ils sont transformés en œstrogènes par la granulosa. D'accord? L'androstendione est transformé en œstrogène par la granulosa. Voilà. Très bien, donc les différents stades folliculaires. Avec le follicule primordial, follicule primaire, follicule préantral. Les follicules, ils sont sélectionnés chaque mois chez le follicule primordial. Attention. Le cycle hormonal, chez l'homme, la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus est pulsative et suit un cycle ultradien. Vous vous en souvenez, on en avait parlé. Toutefois, chez la femme, la fréquence et l'amplitude de ces salves de sécrétion sur une période de 24 heures varient selon le moment du cycle menstruel. Il en est de même pour la réponse à la fois de l'anti-hypophyse à la GnRH et des ovaires à la FSH et à la LH. Donc, la réponse de l'anti-hypophyse, la sécrétion du FSH et de LH par l'anti-hypophyse suite à la stimulation de la GnRH et la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone par les ovaires suite à la stimulation par la FSH et la LH, elle varie au cours du cycle. C'est pour cela qu'on avait parlé d'une première phase folliculaire où le feedback était négatif. Mais la deuxième phase du cycle folliculaire, elle devenait positive. Donc au cours de ces 28 jours, j'ai une variabilité de la réponse. D'accord? J'ai une variabilité de la réponse. Très bien, très bien. Oui. Non, il n'y a pas de cycle. Le cycle n'a pas encore commencé. Le cycle a un de fœtus. Ou la maman, le fœtus. Oui, il n'y a pas encore d'activité génitale. D'accord? Il n'y a pas de menstruation de fœtus. Non. Il y a une activité hormonale. Les organes génitaux ne sont pas encore mûrs.
Pourquoi on cherche des hémorragies vaginales entre les nouveau-nés? Oui, en cas d'hypovitaminose K, on peut avoir des hémorragies. On peut avoir des hémorragies vaginales. Parce que qu'il y a des. Oui, non, attention, il faut faire la différence entre cycle et entre hémorragie vaginale. Les hémorragies vaginales, elles ont beaucoup de causes. Les menstruations sont une cause des pertes vaginales. Parce que les pertes vaginales, elles sont différentes. Il y a une leucorrhée, il y a des pertes hydriques, il y a des pertes de sang pur, ou il y a des menstruations. Les menstruations font partie des pertes vaginales. Ce dont vous êtes en train de parler, c'est des pertes vaginales de sang pur. En cas d'hypovitaminose K, en cas de syndrome hémorragique du nouveau-né, je peux avoir des hémorragies digestives, des mélanas ou des rectorragies, l'anus. Je peux avoir au niveau du vagin. Pourquoi au niveau du vagin? Au niveau du vagin parce que le vagin et l'utérus, c'est des muqueuses. Donc elles sont très richement vascularisées. Donc une petite compression, elle peut créer des hémorragies. Ça ne veut pas dire que c'est des menstruations. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est des malaises qui disent des règles du nouveau-né. Vous avez déjà vu? Je n'ai jamais vu. Sauf si un anomalie est de Parce que monsieur il a dit que. Il peut y avoir un développement de la couche fonctionnelle de l'endomètre suite à une activation hormonale, mais il n'y a pas d'activité cyclique. Oui. Les? Oui. Oui. Oui, 1 à 2 millions. Parce qu'ils sont en train de dégénérer. Même entre la naissance et de la naissance à la puberté. Il y a 1 million ou 400 000. Qu'est-ce ça l'atrésie? Ils sont en train d'être atrésiés, ils sont en train de dégénérer tout seuls. La femme, en avançant dans sa vie, elle perd des follicules. Oui, on t'a dit, en tant que les follicules qui dégénèrent, c'est des règles. Non, c'est impossible. Haka شحال يصراو في 9 mois, s'il vous plaît. Quand ils seront 9 mois, elle perdra les follicules. Comment elle dégénère? La dégénération, c'est des apoptoses. C'est des apoptoses folliculaires. Mais ils seront phagocytés. Non, s'il vous plaît, le sang des menstruations. C'est la couche fonctionnelle de l'endomètre. Ce n'est pas des cellules terre-l'ovaire. Qu'on soit bien d'accord. C'est quoi les menstruations? C'est un développement, multiplication de la couche fonctionnelle de l'endomètre qui va développer comment on appelle ça, les vaisseaux sanguins qui deviennent spiralés et les glandes agricogènes. D'accord? Qui sera la chute à la progestérone et les oestrogènes, il y aura une rupture de la couche fonctionnelle et une perte. Ça, mais ce n'est pas les cellules folliculaires que vous retrouvez dans les menstruations. Non, pas du tout. Il reste dans l'ovaire. Elles sont phagocytées au niveau de l'ovaire. Donc il n'y a pas de menstruation. Non. Il y a un développement de la couche fonctionnelle de l'endomètre suite à l'activité hormonale. Parce que l'activité hormonale elle a des conséquences au cours de la vie. Au cours de la vie fœtale. Au cours de la vie fœtale, le fœtus il est imprégné d'hormones. Elle est bien des bourgeons mammaires. À la naissance. Le fœtus, le nouveau-né, a des seins. D'accord? Alors, il ne faut jamais aller essayer de les comprimer. Les mamans qui je vois cette image, ils appuient sur les seins pour essayer de les réduire. Il ne faut jamais faire ça. Parce que ça crée des mastites qui peuvent devenir très graves. Et c'est à cause de l'imprégnation progestative. Au bout de quelques semaines, elles disparaissent. Même l'utérus, suite à une stimulation par les oestrogènes et la progestérone, la couche fonctionnelle de l'endomètre, elle peut se développer. On peut se desquamer qui marque ou créer des menstruations. Ce n'est pas une activité cyclique ou une. D'accord? Parce que les cellules folliculaires ne vont pas être retrouvées, même à la femme en activité génitale, à la femme entre 18 et 50 ans. Les menstruations, elles ne comprennent pas des follicules. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? باش تلحق une cellule de l'ovaire داخل l'endomètre, d'accord, لازم تكون هذيك صارت لها اوفيولاسيون
L'ovulation sera en moyenne une fois par mois. Donc on ne peut pas expliquer que 400 000 les motos fait ça. D'accord? C'est que l'atrésie, ce n'est pas dans les menstruations qu'on la retrouve. Je ne crois pas qu'il vous a dit ça. Je ne pense pas. Non. Alors, comme les follicules, ils retrouvent les menstrues. Non. Impossible. ما بقاش لي فوليكول. La fille, elle a ses règles. Adia, bon, ça reste à, je ne sais pas, je ne crois pas. Au cours de la vie intra-utérine, il peut y avoir une imprégnation de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Elle peut se développer et expliquer en partie les hémorragies. Parce que les hémorragies, comme c'est des hémorragies de sang pur qui sont dues à un trouble de la coagulation. Ce n'est pas des hémorragies physiologiques. La deuxième, comme il peut y avoir une imprégnation, t'as les seins, t'as l'utérus, ou même ça avec la desquamation. Mais ça, c'est pas une activité cyclique. La troisième, on ne retrouve pas de follicules dans les monstres. C'est tout ce que je sais. D'accord? On va vérifier, on va voir est-ce qu'il y a une activité génitale cyclique. D'accord? Avant la puberté, il y a une pause de la naissance à la puberté, il y a un arrêt de la gamétogenèse. D'accord? Il n'y a plus de multiplication dans les trucs, machin. Les ovocytes. Ce que quand la fille a une activité cyclique. D'accord? Donc, je suis en train de sélectionner les follicules ou. Je fais stade de ovocyte 1 bloqué en prophase 1. Au niveau de chaque cycle, je sélectionne un ovocyte 1 bloqué en prophase 1 pour continuer sa maturation, sa deuxième méiose. D'accord? De la naissance à la puberté, il y a un arrêt de la gamétogenèse et tous les follicules sont bloqués en follicules avec un ovocyte 1 bloqué en prophase 1. Quitte la puberté, chaque mois, je resélectionne des follicules secondaires et tertiaires. Il y a des taux basaux de FSH et de LH, mais pas une activité cyclique. Hein? De la FSH et de la LH. Quel est le rôle au niveau chez la petite fille? Elles ont, avant la puberté, elles ont un rôle dans la croissance. Elles contrôlent les autres axes. On a un taux d'œstrogène qui est insuffisant pour la puberté, mais qui est là pour la croissance, pour la maturation osseuse. D'accord? L'essentiel, c'est l'activité cyclique, où les taux d'œstrogène et de progestérone deviennent gigantesques par rapport à une petite fille. Une petite fille, elle a des taux d'œstrogène et de progestérone qui viennent des ovaires, mais qui viennent aussi de la surrénale. D'accord? Mais ça, leur activité génitale, elle est nulle. Ils ont d'autres rôles. D'accord? Classe? Et de là, بدينا بهذا عندكم أسئلة كثيرة. Classe, on continue. Le cycle hormonal, toujours, dans les hormones ovariennes, les oestrogènes, le principal oestrogène chez la femme est le bêta-œstradiol. Comme c'est le E2. Sa concentration plasmatique varie pendant le cycle, elle va augmenter progressivement et présenter un premier pic de sécrétion pendant la première phase, juste avant l'ovulation. Comme il y a un pic d'oestrogène, un pic LH, avant l'ovulation. La deuxième semaine, on note une augmentation rapide, croissance du follicule dominant qui sécrète des oestrogènes à des quantités croissantes. Légère diminution après le pic de LH. Un deuxième pic pendant la deuxième phase après l'ovulation, mais il est moins important que le premier, sécrétion des oestrogènes par le corps jaune. Puis une baisse. Voilà. Avec le premier pic, regardez. Le premier pic dans les oestrogènes, c'est le pic préovulatoire. Avec le deuxième pic. C'est le pic qui est dû à la sécrétion par le corps jaune. Donc, on a deux pics. Un pic au cours de la phase folliculaire et un pic au cours de la phase progestative. Œstroprogestative, ou là, lutéale, la phase lutéale. D'accord, la phase du corps jaune. Très bien, très bien. La progestérone, le taux plasmatique de la progestérone sont bas pendant la première phase. Légère augmentation juste avant l'ovulation, cela est dû au feedback positif exercé par la FSH et la LH. Elle est synthétisée et libérée en petite quantité par la granulose. Je suis en train de parler au cours de la phase folliculaire. Comme il y a une petite quantité de progestérone qui est libérée par les cellules de la granulose.
Un pic de sécrétion durant la deuxième phase du cycle par le corps jaune, baisse rapide les derniers jours du cycle. Et c'est cette baisse qui est responsable des menstruations. Très bien, on a parlé de tout ça. L'inhibine, elle augmente en phase folliculaire tardive, juste avant l'ovulation. Elle reste élevée pendant la phase lutéale. Elle diminue avec la dégénérescence du corps jaune. Pourquoi? Parce que c'est le corps jaune qui est en train de la libérer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle exerce un feedback négatif sur l'axe gonadique. Allez, les hormones gonadotropes. Au cours du cycle, FSH augmente au début de la phase folliculaire, puis diminue progressivement. Pourquoi elle diminue? À cause du feedback négatif exercé par les œstrogènes au cours des 10 premiers jours. Avec un pic de sécrétion au moment de l'ovulation, comme juste avant l'ovulation, qu'il y a un pic FSH. La LH elle reste stable durant la phase folliculaire avec un pic majeur. Il survient 18 heures, 24 heures, jusqu'à 36 heures avant l'ovulation. On dit un pic LH. Un pic LH qui est responsable de l'ovulation. En fonction de l'âge, il est augmenté à la puberté, il est fortement augmenté à la ménopause par absence de rétrocontrôle des hormones ovariennes. Donc les taux de FSH et de LH sont bas chez la fille avant la puberté. FSH et LH sont bas chez la fille avant la puberté. À la puberté, ils vont augmenter. Cela correspond à la reprise du cycle menstruel féminin. À la ménopause, il y aura des taux très élevés. D'ailleurs, le diagnostic de certitude de la ménopause on dose de FSH et LH. Pour savoir si une femme est ménopausée, nous avons les taux de FSH et de LH très hauts. Parce qu'il y a un arrêt du travail des ovaires, il y aura une diminution très importante des œstrogènes et de la progestérone. Et là, ils vont exercer un feedback positif. Il y aura une augmentation de la FSH et de la LH. La définition de la ménopause, elle va changer au cours du temps. Le diagnostic de certitude, il est biologique. On dose FSH et LH sur le talent. D'accord? Dans le temps, c'était 2 années sans règles. 2 années consécutives sans règles. Donc là, c'est 1 année. Allez-y. Oui. Mais elles n'arriveront pas à maintenir le cycle. Premièrement, il faut savoir où est une période qui est c'est une maladie, tumeur anti-hypophysaire. D'accord? Donc il faut préciser l'âge de la patiente pour savoir quoi chercher avant d'aller au niveau de la tumeur hypophysaire. S'il vous plaît, quand vous êtes devant un patient, il faut partir du symptôme avec les conditions du patient, puis remonter vers les causes. Pas l'inverse, des causes vers... D'accord? Donc, quand on a une tumeur hypophysaire, je ne peux pas imaginer. Il y a des situations où une tumeur hypophysaire va augmenter la sécrétion de la GnRH, de la c'est assez fréquent, LH-FSH. La manifestation va changer selon l'âge de la patiente. Il y a des exemples, je pense, le cours d'accord. D'accord, on va voir. L'essentiel, est-ce que vous êtes d'accord? Ménopause, il y aura une augmentation de FSH et LH. Donc, le diagnostic de la ménopause, c'est 1 année sans règles. Pourquoi c'est important? Parce que ménopause précoce, ménopause tardive, oui, mais surtout, toute métrorragie, une métrorragie, c'est la perte de sang en dehors des règles. Toute métrorragie chez une femme ménopausée est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Une femme qui est à la ménopause, elle n'a plus de règles depuis 1 année, si elle a des pertes sanguines, il faut aller chercher le cancer de l'endomètre. C'est une règle, c'est un dogme. Est-ce que c'est la cause la plus fréquente de métrorragie post-ménopausique? Non.
كي اون فام تجي لكم اون فام في عمرها اكثر من 60 سنه داكور و الا دي بيرت سونغين وتدخل لكم هذه مينوبوز في 5 ans ولا ما نعرف شحال elle a 10% de risque d'avoir un cancer de l'endomètre. 10%. Mais ça, c'est le diagnostic le plus dangereux. Donc c'est celui que je dois éliminer en premier. Échographie. L'échographie, elle montre une hyperplasie, je dois faire une biopsie. D'accord? Sinon, la cause la plus fréquente à les cellules post-ménopausiques, c'est l'atrophie utérine. C'est tellement la couche fonctionnelle de l'endomètre disparaître, ou ma cache l'œstrogène et la progestérone pour nourrir l'utérus est fibrose. واللي صغير واللي رقيق واللي ما يسكريتيش لي سيكريسيون ميوكوز دونك هذوك لي فروتمون تاع لو فاجين مع بعضاه وتاع لوتيريس مع بعضاه ils vont saigner ils vont donner des pertes d'accord وبعد كاين لي زوتر كوز كاين هيبربلازي كاين هيبربلازي تيبيك هيبربلازي اتيبيك etc. L'essentiel بصح dans votre tête toujours devant un saignant post-ménopausique il faut éliminer un cancer de l'endomètre. D'accord? Très bien. Le cycle menstruel est induit par des interactions finement régulées entre les hormones sécrétées par les ovaires, l'antéhypophyse et l'hypothalamus. L'augmentation de la sécrétion de FSH constatée en fin et au début du cycle assure la stimulation des follicules et un groupe de follicules pré-antro précoces se développe. Allez, c'est juste, regardez ce qu'il est en train de vous dire. Alors, comme les FSH au début du cycle, je vais être en fin et au début du cycle. Maintenant, l'augmentation de la FSH, elle commence progressivement dès la fin du cycle. Sur la fin du cycle ou le début du cycle suivant. Il doit faire la FSH. Il doit faire la FSH, il doit y avoir le progestérone ou les oestrogènes. Il doit y avoir la fin du premier cycle, il y a tout de là, ou tu peux mettre là pour le deuxième cycle. D'accord? Très bien. Elle va sélectionner des follicules qui vont continuer leur maturation. L'augmentation des FSH en fin de cycle est due à la baisse de la progestérone, des oestrogènes et de l'inhibine. Voilà. Donc tu vois la partie de le cycle. La progestérone et les oestrogènes, hop, il y a une date là. Vous voyez cette petite augmentation là. تبدا هنا تطلع في la fin de le cycle وتكمل تطلع في الديبي تاع السيكل suivant. D'accord? Très bien. Très bien. La phase folliculaire, les cellules de la granulosa portent des récepteurs à la FSH mais non à la LH. Ils portent beaucoup plus de récepteurs de FSH. Au cours de la première phase, la phase folliculaire, c'était la FSH qui agissait sur l'ovaire. La BS minha follicular stimulating hormone, FSH. C'est elle qui agissait au niveau de la première phase. Pour les cellules TCAL, c'est l'inverse. Elles ont des récepteurs à la LH plus que des récepteurs à la FSH. La FSH stimule la prolifération des cellules de la granulosa et leur sécrétion d'œstrogène. Comme des sécrétions d'œstrogène, c'est la conversion des androgènes en œstrogènes. Mais les œstrogènes, la granulosa, elle ne synthétise pas les œstrogènes du début à la fin. Elle va prendre les androgènes de la thèque interne et les transformer en œstrogènes. D'accord? Et les transformer en œstrogènes. Très bien. Elle stimule l'augmentation de la taille de l'antre. Parce que la taille de l'antre, elle est due à la quantité de liquide folliculaire. Et le liquide folliculaire, il est sécrété par les cellules folliculaires. D'accord? Les œstrogènes ont des fonctions paracrines et autocrines dans les cellules folliculaires ou en combinaison avec la FSH et des facteurs de croissance. C'est quoi le résultat final de la FSH, la LH, les œstrogènes? C'est la stimulation de la prolifération des cellules de la granulosa et la majoration de la production des œstrogènes. Donc les cellules folliculaires vont synthétiser des œstrogènes sous l'effet de la FSH. D'accord? La LH a une action sur les cellules de la thèque interne. Elle stimule la prolifération des cellules TCAL et leur sécrétion d'androgènes que les cellules de la granulosa vont utiliser pour synthétiser les œstrogènes. C'est ce que je viens de dire. Car elles ne possèdent pas les enzymes nécessaires à la production d'androgènes qui sont les précurseurs des œstrogènes. Donc la granulosa, elle ne peut pas débuter la synthèse des œstrogènes mais selon le principe de filiation, les hormones stéroïdiennes
vont être synthétisés par le même schéma. Donc les enzymes, les premières enzymes, la granulosa ne les possède pas. Donc elle demande à la tech interne de l'aider. Elle va lui donner les androgènes et elle va juste les transformer en estrogènes. Les androgènes diffusent dans les cellules de la granulosa par une aromatase. Ils sont convertis en estrogènes. Allez, la phase folliculaire précoce et moyenne, au début de la deuxième semaine du cycle, concentration plasmatique de FSH va commencer à diminuer parce qu'il y a une certaine concentration des œstrogènes. Le follicule dominant continue à se développer. Les autres subissent une atrésie. FSH est un facteur crucial pour la survie des follicules. Le processus de sélection du follicule dominant est temporaire. Là, je vais vous parler de sélection. Concentrez-vous s'il vous plaît. J'avais... Il est connu, d'accord? Il est connu. Regarde ce qui va se passer. On dit un ovaire. ماشي عندي un ovaire, عندي deux ovaires. Deux ovaires. Les deux ovaires, ça a une sélection de plusieurs follicules qui ont benzouj au cours de la première phase du cycle. Ça a une sélection dans les ovaires, dans les follicules au niveau des deux ovaires. Il y a une sélection des follicules secondaires dans les deux ovaires. Chaque mois, dans les deux ovaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Les ovaires vont subir l'action de la FSH et de la LH. De la FSH et de la LH. Ils vont commencer à sécréter des œstrogènes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les cellules de la granulosa, suite à la stimulation par la FSH, elles vont augmenter le nombre de récepteurs à la FSH. Elles vont augmenter le nombre de récepteurs à la FSH. Et il y aura aussi des facteurs de croissance qui sont libérés par les cellules folliculaires. Et des facteurs de croissance, c'est des facteurs de croissance angiogénique qui vont favoriser la synthèse de néovaisseaux autour des follicules. Qu'il y a un follicule qui se développe plus rapidement que les autres. Un follicule, toujours, qui se développe plus que les autres. Il va développer plus de vaisseaux autour de lui. Il va développer plus de vaisseaux autour de lui et il va aussi développer plus de récepteurs à la FSH que les autres. C'est quoi la conséquence? C'est que la FSH, la même quantité de FSH qui arrive aux différents follicules dans les deux ovaires, les stimule de façon différente. Les récepteurs de la FSH. Il a beaucoup de récepteurs de FSH et il a beaucoup de vaisseaux qui l'entourent. Il peut faire arriver une grosse quantité de FSH vers ces nombreux récepteurs. Donc la stimulation par les FSH va être très importante au niveau de ce follicule. Est-ce que vous êtes d'accord? Il va augmenter de volume rapidement. Quand il augmente rapidement de volume, il va sécréter une grosse quantité d'œstrogènes. Il peut synthétiser beaucoup plus d'œstrogènes. Il va exercer un feedback négatif. Il va exercer un feedback négatif sur le FSH. La quantité de FSH va diminuer. La quantité de FSH, quand elle diminue, il y aura une quantité de FSH insuffisante pour le reste des follicules. Ils ont un nombre de vaisseaux normaux, un nombre de récepteurs normaux. Mais si qui m'a dit que les vaisseaux, les récepteurs. Donc, qui t'apporte la quantité de FSH, la petite quantité de FSH cette petite quantité de FSH lui suffit. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de vaisseaux et il a beaucoup de récepteurs. Donc son affinité à la FSH va augmenter. Une toute petite quantité de FSH va être suffisante pour le maintenir en vie. Contrairement aux autres.
Contrairement aux autres qui ont besoin de beaucoup de FSH. Donc, qui تنقص la quantité de FSH, يموتوا كامل les follicules يقعدوا. On parle de follicules dominants. Elle est la sélection et la dominance. Tous les autres follicules vont dégénérer et il ne reste que lui. Il a le stade de follicule mûr et il va subir l'ovulation. Allez-y. C'est bon, j'ai répondu à votre question. C'est quoi la conséquence? C'est que la sélection, ça lave les deux ovaires en même temps. Ça lave les deux ovaires en même temps. Ou chez le follicule dominant, il apparaît avant les autres, il se développe avant les autres, dans un des deux ovaires par coup de chance. Par coup de chance. Il n'y a pas de succession mois par mois entre les deux ovaires. Il y a un ovaire, il ovule 4 mois de suite. Chaque ovaire a 50% de chance d'ovuler chaque mois. Parce que les follicules ils développent ou qu'il واحد يسبق الآخرين. D'accord, vous avez compris. Hakath sera l'ovulation. Et c'est ça, c'est comprendre cela va vous permettre de comprendre la physiopathologie du SOPK. Vous connaissez le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Qu'est-ce qui se passe au niveau du syndrome des ovaires polykystiques, qui est une maladie endocrinienne très fréquente? Qu'est-ce qui se passe? Les follicules, il n'y a pas, ils ont tous la même vitesse. Puisqu'ils ont tous la même vitesse, il n'y a pas de follicule dominant. Donc, il n'y a pas d'ovulation. Il y a des sponioménorrhées ou des cycles anovulatoires. Ou qui chauffent au microscope, qui chauffent au l'échographie, nous avons des kystes. C'est quoi les kystes? C'est les follicules. On parle du syndrome des ovaires polykystiques ou la micro-polykystique, où nous avons beaucoup de kystes au niveau des deux ovaires. Mais si un ovaire, nous avons des kystes, alors nous avons des kystes référents sur l'ovaire, nous avons des autres. Parce que les deux vont subir la sélection. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est pour ça que j'ai un cycle qui ne choisit qu'un ovaire. Des fois, deux follicules maturent en même temps. J'aurai 2 ovulations dans les 2 ovaires en même temps. Et j'aurai des jumeaux. C'est ça la physiologie de la grossesse gémellaire. Des fois 3, j'aurai des triplés. Des fois 4, 5, 6, 7. Oui, c'est des faux jumeaux. C'est des faux jumeaux. Et donc, ils peuvent être de sexe différent. Très bien, très bien. Pourquoi le facteur génétique? C'est par rapport à la réponse aux oestrogènes. On a remarqué que depuis la région, je trouve que les femmes qui ont des jumeaux, ont les jumeaux. La famille parce qu'il y a des facteurs. Donc, il y a des facteurs génétiques et même des facteurs environnementaux. La région où il y a le plus de jumeaux au monde, c'est un petit village en Afrique. C'est une bled. D'accord? La région, ils mangent beaucoup de la plante. Le lait ou l'essentiel. Le produit qu'ils consomment, c'est un analogue d'œstrogène. Ils ont remarqué que la région où ils consomment beaucoup d'analogues à l'œstrogène, ils ont beaucoup de trucs, de grossesses multiples. Donc c'est là où le facteur génétique, comment il influence? Il influence par rapport à cette réponse au FSH et aux oestrogènes. Que les follicules répondent beaucoup aux oestrogènes, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir plusieurs follicules qui se développent en même temps et donc qui vont ovuler en même temps. D'accord? Oui, c'est comme si on stimulait plusieurs fois. D'ailleurs, c'est à cause de ça que les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, parmi les traitements qui ont un cycle anovulatoire, parce qu'en général, la majorité des femmes, ils font un SOPK, ils ne peuvent pas. D'accord, tract gynécologue, échographie, il y a un SOPK. Il y a d'autres manifestations, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'essentiel, c'est les difficultés de conception. On a la principale cause de diagnostic, la principale circonstance de diagnostic. Parmi les traitements proposés à ces patientes, c'est les
Oui, hygiène de vie, activité physique, diminuer l'insuline résistance, mais ça dépend qu'il y a plusieurs formes. Il y a des formes qui ne se manifestent jamais. La تزيد وتكبر وتعيش وتموت وما تفرقش بلي عندها SOPK. D'accord? كاين اللي يجيهم شويه hirsutisme, كاين اللي يجيهم شويه obésité, كاين des formes inflammatoires ou عندهم acné importante, d'accord? La pilosité importante, etc., etc. Hyperandrogénémie biologique et clinique, etc., etc. Mais le principal problème, c'est ça, c'est les difficultés de conception, l'HTA gravidique, diabète gestationnel, etc. On leur propose des analogues FSH. Ils me donnent des analogues FSH pour obliger un des follicules à dépasser les autres. Ou la peur, ce qui est difficile de faire de traitement, c'est que je peux avoir un syndrome d'hyperstimulation des odeurs, qui peut être dangereux. Les femmes qui ont un SOPK et qui prennent ce traitement, ils ont des jumeaux. Qui stimulent, ils ont des jumeaux. Très remarqué que les femmes qui ont des enfants en retard par l'insémination, ils ont des jumeaux. D'accord. Quand ils choisissent d'injecter ça, c'est pas qu'un amateur qui m'a dit que j'ai une à la part. Ou quand ils non, c'est à cause de la stimulation de la FSH. D'accord. Voilà. Donc c'est très vaste. Vous voyez, la gynéco, c'est. On avance. Il ne fallait pas le bloquer, d'accord. Régulation, phase folliculaire précoce et moyenne, raison de survie du follicule dominant. Voilà. Les cellules de la granulosa plus sensibles à la FSH, augmentation du nombre de récepteurs. Vous voyez, regardez ce qu'il est en train de vous dire. Raison de survie du follicule dominant. Un follicule, il va survivre et les autres vont mourir. Il va survivre parce qu'il a les vaisseaux, parce qu'il a les récepteurs, et donc sa sensibilité au FSH a augmenté, etc., etc. FSH, augmentation du nombre de récepteurs, apparition de récepteurs à la LH, les oestrogènes plasmatiques augmentent avec un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion des gonadotropines FSH-LH. La FSH diminue plus que la LH du fait de la sécrétion de l'inhibine sécrétée par les cellules de la granulosa, ce qui inhibe préférentiellement la FSH. L'inhibine, elle inhibe la FSH, que la LH. Les oestrogènes exercent un rétrocontrôle négatif sur l'anti-hypophyse et sur l'hypothalamus, chute de la GnRH, chute de la FSH, chute de la LH, et donc il mutent quand les follicules, le follicule dominant qui n'a besoin que d'une toute petite quantité de FSH pour survivre. Voilà, ça c'est un peu un résumé. GnRH va stimuler FSH et LH. FSH stimule les cellules de la granulosa. Voilà, LH les cellules de la tête interne. Les cellules de la tête interne vont synthétiser des androgènes qui vont être transformés en oestrogènes par l'aromatase. Les oestrogènes vont agir sur l'appareil génital. Et on avance. La phase folliculaire maintenant tardive et l'ovulation. Il y a un pic de sécrétion des oestrogènes pendant 1 ou 2 jours, induisant le rétrocontrôle positif. Tel comme juste avant l'ovulation, le feedback va s'inverser. Le feedback négatif va se transformer en un feedback positif. Ce qui déclenche un pic de LH. Ceci induit l'ovulation et engendre la formation du corps jaune. La phase lutéale, c'est la deuxième partie du cycle. Sous l'influence des petites quantités de LH, le corps jaune sécrète des oestrogènes et de la progestérone et de l'inhibine. C'est ce qu'on a dit au début du cours. La forte concentration de progestérone en présence d'oestrogène va induire un feedback négatif, c'est-à-dire diminution des gonadotropines hypophysaires, vraisemblablement en supprimant la sécrétion de GnRH. Mais l'essentiel, c'est que qui est les oestrogènes et la progestérone, tant que la GnRH, tant que la FSH. D'accord? Il va empêcher tout pic de la LH au cours de la phase lutéale. L'inhibine contribue à la suppression de la sécrétion de FSH. L'essentiel, le corps jaune, il va se développer, il va augmenter ses sécrétions d'œstrogène, de progestérone et d'inhibine. D'accord? Voilà. En l'absence de grossesse, le corps jaune dégénère. Pourquoi il dégénère après? C'est 14 jours. Les concentrations plasmatiques des oestrogènes et de la progestérone vont diminuer, la sécrétion de FSH et de LH vont augmenter et le cycle peut recommencer. Voilà. Autre fonction de la granulose.
Ils vont nourrir l'ovocyte en sécrétant des facteurs de croissance, mais aussi des nutriments, sécrètent des messagers chimiques qui agissent sur l'ovocyte et les cellules técales, sécrètent du liquide antral qui va constituer l'entrome du follicule mûr, sont le site des oestrogènes et de la FSH au cours du contrôle du développement folliculaire pendant les phases folliculaires précoces et moyennes. Maintenant, les oestrogènes et la FSH, ils vont agir sur quoi? Sur un des sites. La FSH, elle va agir sur les cellules de la granulose. Mais même les oestrogènes que les cellules de la granulose libèrent, ils vont agir par action autocrine et paracrine. Maintenant, elle va agir sur elle-même pour augmenter la sécrétion du liquide folliculaire, pour nourrir l'ovocyte, etc., etc. Convertissent les androgènes en oestrogènes et vont sécréter les inhibines. On se répète, hein. Il existe une régulation par le système nerveux central. Le stress, troubles psychiques, anorexie mentale, activité physique intense, عند les femmes اللي يديروا هذوك السبور marathon, كلش on remarque un cycle. Absence d'ovulation avec aménorrhée. D'accord, la truc, le cycle menstruel est directement lié à la psychologie de la femme. D'ailleurs, l'un des traitements de la SOPK, c'est ça. Ils mettent des progestatifs ou des œstroprogestatifs à la femme, puisque elle a syndrome des ovaires polykystiques. Elle a des cycles anovulatoires. Donc, dans ma cache ovulation, ma cache truc, ma cache menstruation. Donc, elle a des spanioménorrhées. Elle a deux cycles par an, de 3 ans, au lieu de 12, 13. D'accord? Des spanioménorrhées. C'est que les gynécologues ils me donnent du faston ou n'importe quel œstroprogestatif pour reprendre le cycle. C'est un traitement symptomatique. Il n'est pas étiologique, mais il le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un syndrome, il d'accord? Il n'a pas encore de traitement. Les œstroprogestatifs sont là pour aider à nouveau la fille à être dans sa psychologie. D'accord? C'est pour avoir ses règles. Ça, il ne traite rien. Les règles, c'est une couche muqueuse qui dit au trash. C'est la même chose. D'accord? C'est une couche de cellules mortes qui est en train de se desquamer. Mais le problème, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est que la fille, il dit le syndrome prémenstruel. Tension mammaire, d'accord? Mais ensuite, il n'y a pas de règles. Elles se sont encore plus énervées. Parce que la psychologie et la physiologie ne sont pas concordantes. Et ça la rend très mal à l'aise. Donc certaines préfèrent prendre. Personnellement, je suis contre. Je suis contre la prise des œstroprogestatifs par les... Si, on est tous des praticiens de santé, on doit avoir des avis là-dessus. Parce que les risques sont plus importants que les bénéfices. Les œstroprogestatifs, la pilule, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine, il y a beaucoup de risques. Et vous proposez quoi? Non? Et vous proposez quoi? Hygiène de vie, activité physique, diminution de l'insulinórésistance, insulinosensibilité, ou une reprise une bonne coordination entre l'âme, l'esprit et le corps. Et l'âme et l'esprit, vous avez trouvé la différence pour les autres. راني كيما هذاك السلطان تاع اسمه حسيت اللي يكون حاجي un sujet ouvre un autre. Bon, pour ne pas sortir du sujet, il faut vous documenter sur la question parce que c'est très fréquent. Le SOPK, il n'y a pas plus fréquent que ça في الدنيا. كاع البنات به. Bon, j'ai كاع بصح une grande partie. D'accord? C'est la maladie endocrinienne. Bon, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. C'est le syndrome endocrinien le plus fréquent في الدنيا. Là, j'en connais beaucoup, même dans ma famille. Beaucoup. D'accord? Bon, les conséquences ne sont pas là. Ils ne sont pas toujours là. L'hygiène de vie, plus important. Le diabétique, SOPK, c'est des personnes qui doivent normalement vivre, qui sont des personnes normales. Une personne normale, elle n'est pas censée boire du gazous, manger des hamburgers 4 fois par semaine. C'est pas normal. Pas du tout normal. D'accord? Normalement, on vit normalement. Je te dis que la diète diabétique, le régime diabétique, le régime diabétique, c'est un régime qui est normalement utilisé pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a la nourriture normale. Vous comprenez? Voilà.
les défauts de conception, ils peuvent chauffer pour qu'une femme ayant un SOPK n'arrive jamais à une conception, c'est rare. C'est rare. Il peut y avoir des difficultés. Certains pensent qu'on n'éprouve aucune. Là, je connais personnellement, واحدة ما عرفهاش كاع بالدراري وكملت وراها باش فاقت بلي عندها SOPK. كاين اللي يعاونوهم شويه par une hygiène de vie كلش. وكاين qui nécessite des traitements plus poussés. Aide médicale à la procréation. Mais en général, ça aboutit. Il ne faut pas faire attention au cours de la grossesse, du diabète gestationnel. Il faut qu'on la considère comme une grossesse à risque. Les hommes la patiente pour ne pas compliquer. Sinon, non. D'accord? Cycle des effecteurs, très rapidement, tout ça vous le connaissez. On a terminé le cycle au niveau des ovaires, on a terminé le cycle au niveau de la tête et du sang. On va voir maintenant ce qui se passe dans les autres organes génitaux. D'accord? La muqueuse utérine, c'est le cycle menstruel. Première phase, c'est la croissance, la multiplication. On va la ovulation, et le conjoint, c'est la phase de maturation de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Spiralisation des vaisseaux, maturation des glandes à glycogène, sécrétion hormonale. D'accord? Qui classe le cycle sera une disformation et menstruation. Pendant la première phase, l'épaisseur augmente, les glandes s'allongent, apparition d'une vascularisation. Vascularisation, c'est la phase proliférative. Où la couche fonctionnelle elle va commencer à pousser. Deuxième phase, les glandes utérines deviennent tortueuses et sécrétoires, les artérioles deviennent spiralées. C'est la phase de maturation. À la phase de la deuxième phase, il y a une dilatation et rupture des artérioles spiralées, entraînant une hémorragie, avec élimination des couches superficielles de l'endomètre par desquamation. À la fin des menstruations, il y a contraction des artérioles, ce qui entraîne un arrêt de l'hémorragie. On aura une régénération des nouvelles endomètres à partir de la couche basale. Toutes ces modifications sont mises en évidence par une biopsie de l'endomètre. Une biopsie qui est réalisée à des dates différentes. J5, J12, J14, J18, J21, J25. À chaque fois, je vois la différence. D'accord? Et les anatomopathologistes qui chauffent une pièce, ils peuvent vous dire la date. حسب l'aspect des glandes, l'aspect des vaisseaux, يقول لك هذه راهي اجي كذا. Mais en général, quand on dit une biopsie, on lui dit la femme dit tel jour. On va voir s'il y a une concordance. Au niveau du col, le col c'est surtout la sécrétion de la glaire cervicale. Pendant la première phase, les œstrogènes stimulent la production de la glande cervicale qui est abondante, transparente et fluide. C'est-à-dire, une question. Ça va être une confusion. Ou l'année d'avant. Très facile les questions sur ça. La glaire cervicale au cours de la première phase, elle est visqueuse, elle est abondante. C'est facile. Là, vous pouvez les deviner. Au 14e jour, la fluidité est maximale pour faciliter le passage et la survie des spermatozoïdes. Pendant la deuxième phase, la progestérone inhibe la production de la glaire cervicale qui devient opaque et hostile aux spermatozoïdes. Pourquoi? Pourquoi? Pour empêcher la polyspermie. La physiologie va. Tous les phénomènes physiologiques vont à l'encontre de ce qui n'est pas naturel. Normalement, il y a un seul spermatozoïde qui est bloqué en métaphase 2. Le fait que l'organisme il est le spermatozoïde في la deuxième phase. Les spermatozoïdes qui soit soit ils sont dangereux. Donc je bloque. Je mets d'autres spermatozoïdes et donc je diminue le risque que nos deux spermatozoïdes trouvent un ovocyte. Voilà, parce que ça donne un être vivant non viable. Non viable. Je te vois qu'il 3 N. عايش. Quand des spermatozoïdes trouvent un seul ovocyte, ça donne un individu non viable. Les jumeaux, c'est soit deux ovocytes indépendants, ils trouvent deux spermatozoïdes indépendants. Bicorial biamniotique. Soit un seul ovocyte, il trouve un seul spermatozoïde. Attention. Au cours des premières divisions, il trouve deux zygotes. Deux morules ou deux zygotes, ce que vous voulez. Mais jamais,
jamais de spermatozoïdes يدخلوا un seul ovocyte. Mais qu'il y a une grossesse qui peut aboutir avec un individu normal à travers des spermatozoïdes qui entrent dans un ovocyte. J'aurai 3 N. 23, 23, 23. 69. Ça veut rien dire. D'accord? Vous êtes d'accord? Vous avez compris comment on peut avoir des vrais jumeaux? Un spermatozoïde avec un ovocyte. بعد هذاك لو زيغوت هو يتقسم على زوج. على بها j'aurai 2 individus exactement identiques et indifférenciables et du même sexe. Les vrais jumeaux. Ça تلقاو des faux jumeaux وعندهم le même sexe. On peut les différencier, mais ils ne يتشابهوش à 100%. صح ولا لا؟ Très bien. Parce que les vrais jumeaux, c'est vraiment très difficile de les différencier. C'est des faux jumeaux. C'est clair, يجوا كي تخشي واسمو deux frères et sœurs. يقدروا يتشابهوا كاع. تخشي واحد اخر. D'accord. Un seul ovocyte peut être vivant ou viable. Avortement. À un certain stade, il sera avorté. La multiplication n'aboutit pas à un être vivant. D'accord. في un des cycles, تقدر تصرى une ovulation où il se développe شوية وبعد lors des prochains cycles il est éliminé. Il y a des anomalies, la grossesse molaire, les avortements. Vous allez voir en gynécologie. Très proche. Au niveau de la muqueuse vaginale, les oestrogènes vont augmenter le nombre de couches de cellules épithéliales, la progestérone diminue la prolifération des cellules épithéliales. Toutes ces modifications sont mises en évidence par l'étude du frottis vaginal. Frottis vaginal, c'est un examen cytologique où on frotte le vagin de la femme pour étudier son contenu. Il est surtout utilisé dans le dépistage frottis cervico-vaginal. Surtout cervicaux. Surtout le col de l'utérus. Il est utilisé dans le dépistage de cancer du col de l'utérus. Qui est préconisé chez toutes les femmes sexuellement actives jusqu'à l'âge de 65 ans. Qui est fait de le frottis cervico-vaginal, il faut le faire. Il faut demander à toutes les femmes sexuellement actives que vous connaissez de le faire. Parce que c'est grave qu'en Algérie, 12 000 femmes meurent ou elles sont diagnostiquées, je crois sont diagnostiquées. 12 000 femmes sont diagnostiquées d'un cancer du col chaque année. C'est très grave. C'est très 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 grave. Alors que c'est un cancer évitable. 60,000 ou 80,000 يدير le frottis. Une fois par 2 ans. S'il y a une anomalie, elle pourra être traitée عندها une marche de 10 سنين قبل ما يديفلوب le cancer. C'est très grave que des femmes meurent encore par un cancer du col. Qui est très méchant. Hein? Le cancer du col, il est très méchant. Mais il est heureusement évitable. Comment on fait un frottis? Pour apprendre la sensibilisation, d'accord? Les proches de la comédie, le frottis, votre maman dit le frottis. À l'âge, c'est pas normal. C'est pas normal. Un échantillon où 100% des maquillages. C'est très grave. C'est grave, hein? C'est grave. G-R-A-V-E. D'accord? Attention. La sensibilisation. Ça peut sauver des vies. Ça sauve des vies. La température centrale. Non. Le stress peut provoquer un avortement chez la femme. Oui. Le stress, c'est un chapitre un peu. Des premiers mois. Non, c'est pas comme ça. Le stress, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord? Donc oui. Oui, c'est un facteur favorisant, mais établir un lien direct, hormonal ou la physiopathologique, c'est un peu complexe. De dire comment le stress il favorise l'avortement. Le stress il favorise tout ce qui peut exister de par vous. Comme elles sont favorisées par le stress. Parce que le stress, c'est un ensemble de phénomènes pas bien. La température centrale, elle augmente de 0,5 après l'ovulation. Bekri, c'était un moyen utilisé pour connaître la date de l'ovulation. C'est du n'importe quoi. Donc il ne faut jamais utiliser ça.
تنوض la femme كل صباح وتقيس لا température تقيس كل صباح تلقى راح طلعت ب 0,5. On trouve ça que dans les livres, hein? D'accord? Action physiologique des oestrogènes. Procréation, elle stimule la prolifération des cellules de l'endomètre pendant la phase folliculaire du cycle menstruel, augmente les contractions du myomètre. Donc, les progestérones vont stimuler la prolifération des cellules de l'endomètre au cours de la phase proliférative, c'est ce qu'on vient de dire. Elle augmente les contractions du myomètre. Les contractions du myomètre, ce n'est pas un effet majeur des oestrogènes, parce que ce n'est pas un effet bénéfique. D'accord, on va en parler plus tard. Trompe de Fallope augmente les contractions et l'activité ciliaire. Oui, c'est un facteur favorisant, il favorise la fécondation. Parce que c'est les mouvements ciliaires des trompes de Fallope qui vont permettre le transport de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 jusqu'au tiers externe de la trompe, où il y aura fécondation. Synergie hormonale crée des récepteurs à la progestérone. Les oestrogènes préparent les cellules de la granulosa à devenir cellules le corps jaune. Les oestrogènes préparent le follicule à devenir corps jaune en augmentant le nombre de récepteurs à la progestérone. Sur l'os, on en avait parlé tout à l'heure quand on avait fait le cours du métabolisme phosphocalcique. Leur action sur le cartilage de conjugaison assure la synergie en synergie avec d'autres hormones, l'augmentation de la vitesse de croissance en longueur de l'os. Elle entraîne ensuite la soudure du cartilage avec arrêt de la croissance. S'il vous plaît, au cours de la croissance, au cours de l'âge enfant, au cours du stade d'âge enfant, les oestrogènes, elles vont favoriser la croissance de l'os. Quand leur taux est bas, dans la puberté, qui sera le pic des oestrogènes, elles vont souder les cartilages. Maintenant, le cartilage, il va se souder, donc il n'y aura plus d'élongation de l'os. C'est pour cela que plus la fille a une puberté précoce, plus elle aura une taille qui est petite. Et c'est le principal risque des pubertés précoces. C'est le risque dont on a peur au cours des pubertés précoces. D'ailleurs, la manifestation clinique de puberté précoce, c'est comme une fille, elle a 8 ans, peut-être comme j'ai mal au genou. Ben, les organes génitaux, il y a un début de maturation des organes sexuels. Il y a la classification de Tanner. Vous allez voir en pédiatrie et en gynéco. Classé en enfant, il commence à développer ses caractères sexuels secondaires. Et là, c'est dangereux. D'accord? Parce que la fille, une fille de 7 ans, 3 hakak. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on donne? On donne des analogues. Le traitement, on donne des analogues de GnRH. À l'âge. Les analogues de GnRH, ils stimulent les FSH-LH, ils stimulent les oestrogènes. Donc ça va favoriser encore plus l'apparition de la puberté. Why do we do that? Pourquoi on donne cela? Pourquoi on fait cela? Mais comment? How? Je compte ça par le biochimiste qui va nous trouver la solution. Va exercer une autre fonction. Non. Je vais faire perdre à l'organisme l'activité cyclique des GnRH. Les GnRH ont un cycle ultradien. Je donne en continu les analogues. J'aurai une concentration tonique de GnRH, il y aura perte de l'activité cyclique. Donc, inhibition de l'axe. Et je vais inhiber la puberté. Le rôle, c'est de diminuer le taux d'oestrogène pour retarder la puberté, pour gagner quelques centimètres chez la fille. D'accord? Très bien. On le? Je n'ai pas entendu. Qui ont une taille de plus de 2,50 m. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Non, pas toujours, non. Là, il faut d'abord préciser la cause. Parce que c'est un gigantisme du genre une hypersécrétion GH.
Parce que c'est en relation avec une autre cause. Sinon, ça peut toujours lié cela n'a pas toujours comme conséquence une anomalie de l'axe génital. Si c'est un syndrome, il y a un syndrome mixte, sinon, non, tu laisses. Allez. Il y a le basketteur très connu, il est japonais, il a une taille de 3 mètres ou 2 mètres 80, Yao Ming. Vous connaissez? Oui. Je ne sais pas s'il a des enfants. D'accord. Chez la femme adulte, les oestrogènes stabilisent la masse osseuse et la minéralisation. Après la ménopause, il y a un risque d'ostéoporose élevé. Pourquoi? Parce que j'aurai perte de ces oestrogènes qui favorisent la minéralisation de l'os. À la puberté, il y a une stimulation de la croissance des organes génitaux externes. C'est le développement des caractères sexuels secondaires et le développement d'une morphologie corporelle féminine que vous connaissez. Obésité génoïde, pilosité axillaire pubienne, développement mammaire, développement de l'appareil de reproduction. Effet trophique sur les différents tissus, muqueuse vésicale, peau, cheveux, favorise la poussée de cheveux. Système cardiovasculaire facilite la relaxation du muscle lisse artériel. Donc vous voyez, à la BIHA, c'est aussi une notion très importante. La ménopause représente un facteur de risque cardiovasculaire. De toutes les maladies cardiovasculaires. Hypertension, athérosclérose, puis ischémie et infarct. Oui, infarct. Action métabolique, lipidique, les oestrogènes vont modifier la répartition du tissu adipeux, ou l'équima, la foire, comme il y a deux types d'obésité, l'obésité tufaha ou l'obésité lanjasa. L'obésité tufaha, c'est l'obésité androïde, l'obésité lanjasa, c'est chez la femme, au niveau des cuisses et des fesses. C'est le morphotype génoïde. À de fortes doses, le stadium augmente les triglycérides. Là, c'est les hyperœstrogénémies qu'on retrouve dans des syndromes. La progestérone, maintenant, c'est l'hormone de l'anidation. C'est l'hormone qui prépare la couche fonctionnelle de l'endomètre à recevoir le machin, à recevoir le zygote. Elle convertit l'endomètre préparé par les oestrogènes en un tissu sécréteur actif. Sécréteur de quoi? Permettant l'anidation. Sécréteur de glycogène, sécréteur de mucus. D'accord? Elle atténue les contractions des trompes, de Fallope et du myomètre. Et d'ailleurs, attention, c'est très important. La progestérone diminue les contractions utérines. Voilà. Parce que les contractions utérines représentent une menace. Sur l'embryon. Quand ça a une contraction en cours de la vie embryonnaire ou fœtale, il y a un risque d'expulsion vers le fœtus. D'ailleurs, ça fait partie des traitements qu'on peut donner, des analogues progestatifs, en cours des menaces. D'accord? Donc, le progestatif pour inhiber la contraction de l'utérus. Puberté débute vers 11 ans. Bon, 11 ans en moyenne chez la fille et 13 ans chez le garçon. Ça, quand est-ce qu'on parle de ménopause, de puberté précoce? 8 ans. 5 ans? Non. 8 ans. Maintenant, une fille, il dit à la puberté à 6 ans, c'est normal. Peut-être que c'était un cas. La fille. Oui, indépendant, c'est qui c'est un cas anecdotique. T'as la fille qui a été violée, elle a été enceinte à l'âge de 5 ans. Non, je pense qu'il y a des âges, les âges qu'on vous définit, 11 ans à 13 ans, je peux interagir chez les bons. Très bien, de grosses populations de millions de personnes, je fais la moyenne. On établit des courbes. On va donner la paix 95, paix 99. Au paix 95, on va dire 95 بالمية. Les individus, ils ont cette caractéristique. Alors, c'est à partir de ça qu'on a les chiffres. L'âge de la fille, c'est entre 9 et 11 ans. Et on parle de puberté précoce avant 8 ans. Ça apparaît avant 8 ans. Très bien. Débute vers 11 ans avec l'activation des neurones GnRH, augmentation de l'activité hypothalamo-hypophysaire et donc augmentation de l'axe. Adrénarche, sécrétion d'androgènes par les surrénales qui survient approximativement entre 6 et 8 ans, induit la poussée de la croissance initiale et l'apparition de la pilosité axillaire et pubienne. Donc, le stade de Tanner il commence à avancer. Les oestrogènes vont stimuler les caractères sexuels secondaires
et modifier la répartition des graisses. Tu veux dire la fille, une femme. Bark, on a presque terminé. Bark, qui a une notion importante, c'est que les règles, c'est le dernier caractère sexuel qui apparaît. D'accord? تبانوا كامل les caractéristiques sexuelles تاع la fille باش يبانوا les règles. جيد. La ménopause, vers l'âge de 50 ans, le cycle menstruel devient irrégulier puis s'interrompt. Quand il devient irrégulier, on parle de préménopause. Il dure quelques années, 2 à 3 ans. Maintenant, il doit les bouffées de chaleur totale. C'est très difficile, les bouffées de chaleur. Très difficile. Personne ne peut comprendre ça, à part la personne qui est en train de les vivre. La ménopause correspond à une diminution du nombre de follicules ovariens, à une chute du nombre de follicules ovariens qui deviennent insuffisants pour produire une quantité assez importante d'œstrogène. L'épuisement ovarien est progressif et commence au cours de la vie intra-utérine avec 2 pics de dégénérescence. 5e mois de la vie utérine, je dirais 7e mois, chez 5e mois, 7e mois. 7 millions de follicules primordiaux. Puberté, le 400 000. Puis, une décroissance se poursuit jusqu'à la ménopause. Alors, j'aurais préféré vous dire le taux maximal est atteint entre 5 et 7 mois de la vie intra-utérine. De 7 mois à la naissance, c'est 7 millions et 1 million. De la naissance à la puberté, c'est 1 million 400 000. Mais 400 000, peut-être que je peux vous dire. D'accord? Ménopause, c'est l'arrêt définitif des fonctions ovariennes, endocrines et exocrines. Mais c'est arrêt définitif. Attention. C'est un peu faux de dire ça. Parce que même après la ménopause, les ovaires continuent à sécréter une toute petite quantité d'estrogène. Mais elle n'est pas suffisante. Mais elle n'est pas suffisante pour pallier aux besoins de la femme, surtout en tension cardiovasculaire. Arrêt des sécrétions de stradioles et d'inhibine, perte du contrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse, il y aura une augmentation de FSH et de RH, comme on a dit tout à l'heure. La corticoscule rénale continue à sécréter les oestrogènes et les androgènes. Les cellules du stroma ovarien continuent également à sécréter des androgènes. Et donc j'aurai une hyperandrogénémie un peu relative chez la femme. Elle a bien la femme ménopausée, ben je suis les moustaches, caractère sexuel mâle. Bon. Très bien, très bonne question. Les androgènes sont censés être convertis en oestrogènes où? Au niveau de la cellule de la granulosa. Il n'y a plus de follicules, donc plus de granulosa, et donc plus de conversion en oestrogène. C'est la cause principale, c'est le fait qu'il m'acache les cellules de la granulosa qui arrivent à convertir une quantité assez suffisante d'androgène en oestrogène. Donc seules les cellules de granulosa qui vont convertir. C'est la principale source d'oestrogène chez la femme. Une toute petite quantité, une oestrogénémie très faible. Par la suite, oui, l'oestrogène. Pas les cellules de la granulosa. Au niveau des tissus périphériques, oui, au niveau aussi de la granulosa. Parce que comme l'ovaire, il ne perd pas totalement ses fonctions après la ménopause. Et après, il y a d'autres sources à l'œstrogène, qui est le tissu adipeux, qui constitue une bonne source d'œstrogène. La BH, E2, oui, E2, oui. Les taux diffèrent. ما كاش برك نلقاو les 3 بصح نلقاو واحد اكثر من الاخرين. un chez l'homme, E2 chez la femme. على بها l'obésité constitue un facteur de risque de cancer du sein. Parce que ça augmente la quantité d'oestrogène actif. جيد. Une année après l'arrêt définitif, un arrêt, IF, des menstruations, hypersécrétion de gonadotropine, FSH, LH. La concentration plasmatique de FSH est 10 à 15 fois plus élevée que chez une femme sexuellement active. Donc, la dose de FSH est 10 fois plus importante. La concentration de LH est 3 fois plus élevée. La mammogenèse, c'est le développement de la glande mammaire. Il est dû à l'action de plusieurs hormones, les oestrogènes, la progestérone, la prolactine. La prolactine, c'est surtout la sécrétion lactée, mais chez le développement mammaire. Le développement mammaire. En termes essentiels, il faut également la présence de la GH, de cortisol, des hormones thyroïdiennes. Tout ça, attention, il a tout mélangé. Il a mis les facteurs qui aident à la prolifération des glandes mammaires et les facteurs qui aident à la production du lait maternel.
Pendant la première phase du cycle, les oestrogènes stimulent la croissance des canaux galactophores. La progestérone va stimuler les structures sécrétoires au niveau des acidies. La prolactine a une action modeste. Tu vois, la prolactine sur le développement des seins, elle a une action modeste. Son action est plus importante au niveau de la synthèse lactée. On va voir cela dans le cours lactation et grossesse. On a terminé ce cours. Très loin.